Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre doucement parce qu'il y a encore du monde qui continue à arriver, mais on a largement dépassé l'heure, comme le fait remarquer Alexis. Donc je vous propose de démarrer ce webinaire. Petit rappel, coupez bien vos micros, s'il vous plaît, en arrivant, afin de ne pas perturber. Et petit point logistique, vous pouvez poser l'ensemble des questions sur le chat. Et puis, on fera un point sur toutes les questions à la fin. Comme ça, l'ensemble du webinaire pourra se dérouler et se poursuivra par les questions. Je vous informe aussi que le webinaire sera enregistré pour réaliser un replay et que les gens qui ne peuvent pas assister à ce webinaire puissent le suivre plus tard. Et nous allons démarrer. Donc, je vous propose d'abord de me présenter. Moi, je suis Mathieu Mansouri, je suis le directeur adjoint du CRER et ce webinaire intervient dans le cadre du réseau Les Générateurs, qui est un réseau de conseillers sur le photovoltaïque et l'éolien, soutenu, organisé et financé par l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau de conseil, il est fait par 3 structures, que sont le CRER, le Centre régional des énergies renouvelables, CIRENA, et puis l'ALEC 33. C'est le 2e épisode, comme vous le voyez, de ce cycle de webinaire. Et vont suivre d'autres épisodes. En 2022, il y a 3 cycles de webinaires. Il y a eu un premier webinaire le 21 octobre sur l'ensemble des enjeux du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et des collectivités autour de l'éolien et du photovoltaïque. Ce webinaire est un webinaire d'introduction pour mieux connaître la filière photovoltaïque et le prochain sera le 13 décembre sur la filière éolien. Et dans le support qui vous sera envoyé, vous verrez le replay, le lien vers le replay du premier webinaire et suivra celui du second webinaire. Le webinaire est un format d'1 heure avec 2 interventions, 20 minutes par intervention et 20 minutes d'échange. Ça va être assez dense et rapide, donc j'avance tout de suite. Les 2 interventions, c'est une intervention donc, du CRER de ma part sur des informations générales sur la filière photovoltaïque pour les collectivités. Ce webinaire est bien à destination des collectivités. Et puis un témoignage de Florian Gaborio de la communauté de communes Marraine Adour-Côte-Sud, que je remercie d'avance pour son témoignage et son intervention à venir. Les objectifs, c'est de effectivement mieux connaître la filière. On ne pourra pas aborder dans ce temps l'ensemble des questions techniques détaillées sur des sujets qui vous questionnent forcément. Je pense notamment à la grille PV, à l'autoconsommation et à d'autres sujets qui demanderaient un peu plus de temps et qui feront probablement l'objet d'autres webinaires. Ce webinaire est pour faire un tour d'horizon de l'ensemble des possibilités du photovoltaïque pour les collectivités. Je démarre donc par une présentation d'un rapide état des lieux du développement de la filière photovoltaïque en France, pour voir où on en est et où on va. Où on est en début 2022 à 13 gigawatts installés en France. Alors, vous avez un ordre de grandeur de ce que représentent en mètres carrés de panneaux des gigawatts à côté, et 3,2 en Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région photovoltaïque de France, avec des objectifs nationaux dans les 6 années à venir, de tripler le développement du photovoltaïque par rapport à tout ce qu'on a réalisé depuis une quinzaine d'années. Des projections aussi de plusieurs scénarios en 2050, que ce soit des scénarios de mégawatts, RTE, l'ADEME également a fait des scénarios à 2050, avec des projections de développement du photovoltaïque entre 90 et 208 gigawatts, soit des multiplications par 8 à 15, en tout cas un fort développement et un fort besoin de développer la filière photovoltaïque pour l'avenir du réseau électrique français, et des objectifs importants parce que la filière est compétitive, a beaucoup été développée et est devenue mature en termes technologiques et économiques depuis pas mal d'années. Donc, on peut s'en servir comme un moyen à massifier aujourd'hui. Elle a du coup besoin de moins de soutien et peut se développer assez naturellement, ce qui fait que les évolutions récentes du cadre réglementaire vont vers des obligations pour essayer de massifier son développement. Il y a des obligations depuis peu de temps sur des bâtiments neufs de plus de 1000 m².
des obligations, des incitations à travers le décret tertiaire de faire des économies d'énergie, ce qui favorise l'autoconsommation photovoltaïque. Et puis, il y a une loi en cours en ce moment qui va renforcer ces obligations sur des bâtiments neufs un peu plus petits, moins de 500 mètres carrés, et des parkings existants de plus de 2500 mètres carrés qui vont également être équipés. On a également des incitations dans la réglementation environnementale 2020 concernant la construction individuelle. Donc on voit que petit à petit, les obligations se renforcent et le photovoltaïque devient un outil important de la construction. Une illustration de l'évolution de la compétitivité de la filière, où là, vous avez sur ce graphique l'évolution du prix de revient d'un mégawattheure selon la filière de production d'électricité. Alors, on n'a pas toutes les filières, mais on a quelques filières qui permettent d'illustrer l'évolution. Et surtout, ce que je voulais pointer, c'était l'évolution forte du photovoltaïque, qui a connu des baisses de coûts de production d'électricité photovoltaïque de plus de 5 en une dizaine d'années. C'est la filière qui a connu les évolutions les plus fortes et qui vont se poursuivre, ce qui en fera avec l'éolien les deux filières les plus compétitives en termes de production d'électricité sur le réseau. Un point sur les filières de fabrication du photovoltaïque. Je vous ai synthétisé ici les étapes de fabrication d'un panneau photovoltaïque. Je vais démarrer par la fin, justement. Le panneau photovoltaïque, lui, est composé d'un cadre en aluminium, d'un verre sur le dessus du panneau, et puis de cellules photovoltaïques qui sont l'élément de conversion de la lumière en électricité. Les cellules, vous les voyez ici. Elles sont faites à base de silicium. Et le silicium, je reviens au début de la filière, on l'extrait dans des mines de silicium, ou de silice plutôt, parce que c'est du silicium oxydé qu'on vient purifier, faire fondre pour faire des lingots, des blocs. On va couper en tranches, qu'on appelle des wafers, et qui vont être la base pour fabriquer des cellules. Et ce silicium est un semi-conducteur et justement a la particularité de faire circuler de l'électricité quand on a de la lumière. Et pour collecter cette électricité, sur ce silicium, on vient mettre des conducteurs métalliques en argent qui viennent récupérer cette électricité. Voilà l'ensemble des étapes d'un panneau. Vous voyez qu'il y a deux types de panneaux. C'est les deux technologies qui sont majoritaires aujourd'hui au silicium, donc du silicium monocristallin sous forme d'un seul cristal, qui est un peu plus bleu, foncé, noir, et puis du silicium polycristallin, composé de plusieurs cristaux, qui sont des technologies très similaires en termes de coût, de rendement, de garantie, quasiment identiques. Le monocristallin a un rendement un tout petit peu supérieur par rapport au polycristallin, ce qui fait qu'il a des parts de marché très importantes à ce jour. Les questions fréquentes qu'on se pose souvent sur le photovoltaïque, je les ai synthétisées ici et je vous propose rapidement d'en faire le tour. La première question est souvent sur le recyclage et les panneaux photovoltaïques sont considérés comme des déchets électroniques et avec une obligation de recyclage depuis 2014. Quand un panneau est vendu sur le marché européen, il fait l'objet d'une éco-contribution qui revient à l'éco-organisme Soren, qui structure et organise la filière de recyclage en Europe. Et on a en France 2 usines de recyclage, une dans les Bouches-du-Rhône à Rousset et puis une à Saint-Loupès qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines à côté de Bordeaux. Et les panneaux sont recyclés à 94%, étant essentiellement du verre et des métaux et du silicium. Il n'y a aucune terre rare dans les panneaux photovoltaïques. Je vous invite pour en savoir plus à regarder la très intéressante fiche technique de l'ADEME d'octobre 2020 qui détaille déjà ce que c'est les terres rares, avec beaucoup de précision, et où est-ce qu'on en retrouve et quels sont les impacts que peuvent avoir ces terres rares, mais dans les technologies qu'on utilise aujourd'hui en photovoltaïque, il n'y en a aucune. Pour le process de fabrication, il faut faire fondre du verre, de l'aluminium, du silicium, donc il faut un peu d'énergie, et en moyenne, il faut 1 an et demi de production d'un panneau photovoltaïque pour rembourser l'énergie de sa fabrication.
Le bilan carbone du module est assez favorable, des panneaux sont assez favorables, un peu moins bien que le bilan énergétique parce qu'on a une très grande majorité de la production qui est faite en Asie et avec une énergie utilisée à base de charbon, enfin une part importante de charbon, qui fait que le bilan CO2 est un petit peu moins bon que le bilan énergétique pur. Le transport impacte très peu ce bilan carbone, c'est vraiment l'énergie nécessaire à la fabrication. Cette énergie ou ce temps de retour carbone est relativement bas par rapport à la longévité des panneaux, ou plutôt par rapport à la garantie qu'offre la majorité des fabricants, le standard étant des garanties de 25 ans à 80% de la puissance initiale au bout de 25 ans, et avec ces garanties qui évoluent avec l'évolution des technologies, où on a de plus en plus de panneaux garantis 30 ans, et depuis quelques mois, des panneaux qui commencent à être garantis 40 ans. Donc des performances qui s'améliorent et qui se confirment au fur et à mesure des années. Une question récurrente aussi, c'est sur les pompiers, la prise en compte du risque électrique et incendie par les pompiers quand on a du photovoltaïque. Et ils sont informés depuis 2011 avec des guides, des rapports, des documents d'intervention qui connaissent le risque photovoltaïque et qui puissent intervenir sur un incendie où il y a des panneaux photovoltaïques sans difficulté. Comme il y a beaucoup de pompiers professionnels, bénévoles, il y a toujours un temps de formation, d'information récurrent à faire, mais les informations sont connues depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ceci étant dit, et suite au premier webinaire, le photovoltaïque n'est pas la solution technologique ultime aux enjeux d'énergie, climat, de fin des ressources fossiles qu'on a. C'est une partie de la solution qui est dans une stratégie globale de réduction de nos consommations, d'efficacité énergétique et d'utilisation d'un panel d'énergies renouvelables différentes, et pas que de l'électricité renouvelable comme l'éolien et le photovoltaïque également. Il y a plein d'énergies renouvelables pour produire de la chaleur ou pour d'autres usages qui font partie des solutions à développer. Voilà pour les questions fréquentes. Maintenant, je voulais poursuivre sur les 3 grandes questions à se poser quand on veut faire un projet photovoltaïque. C'est ces 3 éléments clés qui va recouvrir toutes les typologies de projets photovoltaïques qu'une collectivité peut rencontrer. D'abord, il faut identifier où on peut implanter des panneaux photovoltaïques. Et il y a la possibilité d'implanter sur des toitures, sur des parkings, au sol sur des surfaces adaptées, en coactivité et en lien avec une activité agricole, et puis plein d'autres possibilités, un peu plus minoritaires. Les 4 sont ce qui se développe de manière plus importante, mais on peut aussi en mettre sur des plans d'eau, le long des canaux, d'autres applications. Ensuite, il faut se poser la question de comment on valorise l'électricité. Et là, on peut vendre l'électricité, autoconsommer et vendre l'électricité, tout autoconsommer, ou autoconsommer avec plusieurs personnes, plusieurs bâtiments ou plusieurs compteurs, à travers ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Et ensuite, qui paye? Et on peut avoir différents montages de projets, soit c'est le consommateur ou la collectivité qui investit dans une installation photovoltaïque, soit c'est un tiers, un professionnel du photovoltaïque dont c'est le métier de réaliser des installations et qui utilise un espace, utilise une toiture pour réaliser une installation photovoltaïque. Il y a aussi, avec du tiers investissement, des investissements où la collectivité peut s'investir en co-investissement, où les citoyens peuvent s'investir avec des structures et des sociétés citoyennes qui prennent en charge la réalisation des installations photovoltaïques. Les enjeux pour les collectivités, c'est de bien identifier que tout n'est pas forcément faisable, qu'il y a des filières spécifiques, des tailles d'installation, des modes d'implantation qui sont à privilégier avec une manière de valoriser l'électricité et une manière d'investir. D'abord, pour les types d'implantation, on va donc retrouver des implantations en toiture et puis sur des parkings. À partir du moment où on est en toiture, on est soumis à des règles d'implantation sur le bâtiment. Donc, il y a quelques modes d'implantation qui se font, qui sont privilégiés.
notamment la surimposition, c'est-à-dire poser des panneaux au-dessus de tuiles, d'ardoises, qui se fait beaucoup chez des particuliers ou des petites installations de moins de 200 mètres carrés. Dès qu'on a des enjeux patrimoniaux de secteurs sauvegardés ou d'AVAP et de ZPP, on privilégie l'intégration au bâti pour avoir une esthétique un peu plus soignée. Ce qui se développe beaucoup, c'est une couverture avec des bacs acier et des panneaux photovoltaïques par-dessus. C'est là où on va retrouver le plus de produits certifiés et permettant facilement et à moindre coût de réaliser des installations photovoltaïques sur des bâtiments. Et quand on est sur des toitures terrasses, on peut lester en toiture terrasse ou fixer les panneaux sur une toiture terrasse. Voilà. Sur des parkings également, dès qu'on a des parkings un peu grands, privilégier les parkings de plus de 50 places, on peut réaliser des installations. Voilà une illustration d'ombrières de parking, qui sont des structures qui apportent de l'ombre à des parkings, avec des fondations qui tiennent ces structures, des structures métalliques ou en bois, et avec des panneaux par-dessus, une transparence possible avec des panneaux qu'on appelle biverts et qui ont 2 couches de verre permettant de laisser passer un peu de lumière et d'avoir une esthétique un peu plus intéressante. Ensuite, on peut installer du photovoltaïque au sol. Les terrains d'implantation au sol privilégiés sont des terrains encadrés par les plans locaux d'urbanisme des collectivités, donc qui sont dédiés à l'implantation de photovoltaïque, ou des zones urbanisées ou à urbaniser, et puis des terrains dégradés, ou en tout cas qui ont des moindres enjeux fonciers, notamment des terrains pollués, d'anciens terrains militaires, ce genre de choses. Donc c'est ces terrains qui sont privilégiés par les professionnels du photovoltaïque qui cherchent des endroits où réaliser des installations. Depuis plus récemment, se développent des projets qu'on appelle AgriPV, qui demandera un peu plus de détails dans un prochain webinaire probablement, parce que c'est une actualité qui est très changeante en ce moment et qu'il faut suivre de près. C'est des installations qui sont donc en coactivité avec une activité agricole et surtout qui apportent un service à l'activité agricole présente et apporter un service sans diminuer les rendements et la qualité des exploitations, sans diminuer les revenus agricoles également, et voilà, en étant bien en lien avec l'ensemble de l'activité agricole. Donc, il y a énormément de dispositifs qui peuvent être qualifiés d'agri-PV, qui sont toujours à qualifier ou à étudier projet par projet, mais qui dépendent effectivement du type d'activité agricole en dessous. Quand on est sur des projets en toiture et en ombrière, le planning d'un projet ou la durée de réalisation d'un projet, c'est entre 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi. Ça passe par plusieurs phases, des phases d'études sur des bâtiments ou des parkings, des phases de développement avec des démarches d'urbanisme, de raccordement au réseau, de sollicitation de certains acteurs qui doivent donner leur avis sur les projets, et ensuite la réalisation des travaux qui durent 2 à 6 mois, et enfin l'exploitation pendant une durée supérieure à 20 ans. En fonction du type de bâtiment et de parking et de la taille des installations, on est sur des déclarations de travaux, des permis de construire, donc ce qui modifie le temps de développement d'un projet photovoltaïque. Quand on est sur des installations au sol, ou plutôt des installations de plus grande taille, à partir de quelques hectares, les démarches et le temps de développement et ce qu'il y a à faire en développement n'est pas la même chose qu'en toiture ou en parking. Donc, il y a un peu plus d'études et d'analyses à faire. D'abord, rechercher le terrain, vérifier la faisabilité technique et l'opportunité de se raccorder au réseau. Ensuite, faire des études techniques beaucoup plus détaillées, études d'impact, permis de construire, faire les démarches pour solliciter un tarif de vente d'électricité à travers les appels d'offres organisés par la CRE. Ceux qui cherchent à faire des projets photovoltaïques demandent des tarifs à la CRE et sont en concurrence avec tous les projets en France qui souhaitent bénéficier de ces tarifs d'achat. Ensuite, il vient la phase de construction qui dure à peu près 2 ans et puis l'exploitation.
Donc, vous voyez que le temps de développement d'un projet photovoltaïque au sol est autour de 5 à 6 ans. Là, je viens de balayer l'ensemble des modes d'implantation du photovoltaïque. Maintenant, on peut passer à la valorisation de l'électricité. Pour valoriser l'électricité, il faut se raccorder au réseau, soit en vendant la totalité de l'électricité sur le réseau, soit en vendant le surplus, en autoconsommant sur le site où on installe les panneaux et en vendant le surplus sur le réseau, soit sur un site fortement consommateur, l'ensemble de l'électricité peut être consommée sur site sans injecter le réseau. Ou alors, on peut faire de l'autoconsommation collective, donc réaliser une installation sur un site, autoconsommer sur ce site ou pas d'ailleurs, et ensuite injecter l'électricité au réseau pour l'attribuer à d'autres compteurs, d'autres personnes, d'autres bâtiments, pour autoconsommer à plusieurs compteurs, ce qui est l'autoconsommation collective. L'autoconsommation s'étudie toujours instantanément. Là, j'illustre une journée où on voit en rouge une consommation, en jaune une production. On voit qu'à chaque instant, la production n'est pas en adéquation avec la consommation et que l'autoconsommation est pertinente sur des endroits qui consomment beaucoup l'été quand on a de la production, beaucoup la journée, ce qui permet d'avoir une grande quantité d'électricité qui reste sur place plutôt qu'être injectée au réseau. L'électricité en jaune qui est injectée au réseau, elle est vendue ou alors attribuée à d'autres bâtiments à travers l'autoconsommation collective. Pour valoriser l'électricité, j'ai parlé de tarifs d'achat et d'appel d'offres creux. Alors, très exactement, on a ce qu'on appelle un guichet ouvert, droit à un tarif qui est fixé à l'avance pendant 20 ans, quand on a des installations de moins de 2500 m². Dès qu'on a des installations de plus de 2500 m², on passe par les appels d'offres de la Creux, et donc on répond à ces appels d'offres, ou plutôt les développeurs et les professionnels du photovoltaïque, c'est souvent eux qui répondent à ces appels d'offres. Ils répondent, demandent un tarif, et s'ils sont lauréats, peuvent construire des installations avec des tarifs, des compléments de rémunération pendant 20 ans, grâce à ces appels d'offres de la Creux. En préambule, je vous parlais de la compétitivité de la filière photovoltaïque. Donc, vous voyez que j'ai mis une case autre qui est vide, c'est-à-dire que dès maintenant et beaucoup plus dans l'avenir, des installations photovoltaïques vont pouvoir se développer sans dispositif de soutien particulier de l'État, parce que elle est compétitive et donc l'électricité pourra juste être vendue à un fournisseur d'électricité et être valorisée auprès des consommateurs par la suite. Donc c'est intéressant parce que c'est un autre mode de valorisation. Par contre, c'est un mode de valorisation qui n'est pas encadré par l'État et par la Creux. Et notamment, la Creux et le guichet ouvert imposent ou demandent des projets avec des bilans carbone un peu favorables, une gouvernance partagée, une pertinence environnementale, qui ne sera pas sollicitée sur des installations qui sont sur le marché libre. On aura l'ensemble des contraintes d'urbanisme et d'études environnementales, mais pas ces demandes particulières. Maintenant, comment on monte un projet ou qui finance ou qui paye une installation photovoltaïque? Alors d'abord, les collectivités peuvent faire des projets elles-mêmes, investir, acheter une installation photovoltaïque pour autoconsommer ou vendre de l'électricité. Et sur la plupart des bâtiments des collectivités, on ne peut pas autoconsommer toute l'électricité en permanence. Dès qu'on a des installations un peu significatives, on a forcément un tout petit peu de surplus. Ou alors, ça nous invite à faire des toutes petites installations, ce qui n'est pas forcément pertinent. Et comme on a un peu de surplus, dès qu'on a du surplus, c'est considéré comme une activité commerciale et ça doit être géré dans la collectivité au sein d'un budget annexe, où je ne rentre pas plus loin sur ce détail-là parce que vous trouverez un très bon guide là-dessus sur notre site internet pour vous expliquer comment on monte un budget annexe et l'ensemble des enjeux administratifs associés à la création de ces budgets. Quand la collectivité ne réalise pas un projet, elle met à la disposition de la toiture, une grande toiture, un grand parking ou un grand parc au sol à des tiers investisseurs ou des professionnels du photovoltaïque qui, dans la plupart des cas, dès qu'on est sur des projets significatifs, créent une société de projet, une structure dont le but va être justement de gérer l'exploitation d'une installation. Et cette société est financée par les professionnels, les investisseurs industriels, des investisseurs locaux,
peuvent être la collectivité aussi, des citoyens, des structures locales, des banques. Et c'est cette société qui fait l'ensemble des démarches administratives liées à la faisabilité du projet, et ensuite qui construit, exploite, vend l'électricité. Donc voilà, dès qu'on a un projet de taille significative, c'est ce montage via des sociétés de projet qui est réalisé. Comme je l'illustrais avant, la société de projet peut être financée par un investisseur privé, mais aussi par la collectivité et des citoyens. C'est ce qu'on appelle des projets citoyens, où au sein de cette société de projet est associé des acteurs locaux, donc collectivités, particuliers, entreprises locales, au financement du projet, mais aussi à la gouvernance de cette société de projet, au choix du type de projet, ce qui permet de valoriser encore plus les retombées économiques locales pour la collectivité et le territoire. On a également ce qu'on peut appeler des projets participatifs. Donc, c'est des sociétés de projets créées par des professionnels et qui proposent une participation via des prêts ou des obligations, ou en tout cas aux acteurs du territoire de prêter de l'argent pour être rémunérés sur ce financement. Mais les acteurs locaux ne participent pas à la gouvernance et ne sont pas intégrés dans cette société de projet. D'où la distinction entre projet citoyen et participatif. Et pour en savoir plus, je vous invite à consulter nos collègues spécialistes de l'investissement citoyen, des projets citoyens, du montage de projets citoyens et de l'animation sur un territoire de projets citoyens qui est Sirena. La filière photovoltaïque étant en mouvement permanent, on voit de plus en plus de modèles de développement différents, et il y a quelques modèles qui commencent à émerger, qui sont très intéressants à suivre de près. C'est l'autoconsommation individuelle avec un tiers investisseur, c'est-à-dire on a un gros consommateur ici, il faut quand même avoir de grosses consommations d'électricité, donc ça représente peu de bâtiments de collectivité, et un producteur sur le site du consommateur. Et le producteur est différent et c'est lui qui réalise l'investissement de l'installation pour fournir en autoconsommation un autre consommateur, ce qui permet de réduire la facture d'électricité sans réaliser d'investissement en contrepartie d'un loyer, d'un contrat de service avec ce producteur. On continue à avoir le complément d'électricité via un fournisseur d'électricité. Quand on n'est pas sur le même site, on peut faire ce qu'on appelle des PPA, des contrats de gré à gré, entre un consommateur et un producteur, mais qui, cette fois, est sur un autre site. Alors, c'est des installations qui se font à partir d'une certaine taille, de quelques hectares au sol aujourd'hui, mais qui sont amenées à avancer petit à petit vers des installations de plus en plus petites pour trouver un modèle économique, et réservé aussi aujourd'hui aux gros consommateurs, et petit à petit, ça va se déployer. Donc, c'est un contrat d'approvisionnement direct entre un consommateur et un producteur via le réseau d'électricité cette fois. Alors qu'ici, sur le modèle d'avant, on est sur un site et avec le complément via un fournisseur d'électricité. Également, un autre modèle émergent que j'évoquais tout à l'heure, l'autoconsommation collective, où un producteur, via le réseau public, peut alimenter un ou plusieurs consommateurs qui, eux, continuent à s'alimenter en complément avec un fournisseur d'électricité. Une synthèse du type de projet ou de la taille des projets et du montage de projets associés qu'on rencontre souvent. La collectivité peut faire un investissement photovoltaïque sur ces bâtiments jusqu'à 2500 m², souvent, des parkings d'une 50aine de places et des petites installations au sol pour l'autoconsommation. Dès qu'on est sur des projets un peu plus grands, donc vous avez la taille ici, très souvent, la collectivité fait appel à des tiers investisseurs, dont c'est le métier, des professionnels, peut aussi faire le projet elle-même, mais voilà, la plupart du temps, c'est ce qui se fait. Et tiers investisseurs qui peuvent être des structures privées, des structures citoyennes ou des structures publiques en lien avec des syndicats d'électricité qui ont des outils via des SEM pour réaliser des investissements sur ce type de projet-là par des structures détenues par le territoire et pour le territoire. Une synthèse des facteurs d'opportunité pour réaliser des projets photovoltaïques. Il faut trouver des zones
des terrains, des parkings, des toitures bien orientées, hein, mais on est assez souple sur l'orientation, autour de l'est, sud, ouest. Il faut essayer d'aller chercher le sud. Privilégier l'implantation de photovoltaïque sur tous vos projets de construction. Il n'y a quasiment pas un seul projet en construction sur lequel on ne peut pas mettre du photovoltaïque. Privilégier quand vous avez des projets de rénovation de couverture aussi, et puis des projets significatifs de plus de 200 mètres carrés. Donc quand je dis privilégier, ça ne veut pas dire que ce qui est plus petit ne peut pas être fait, mais c'est là où ce sera plus facile à faire. Les parkings de plus de 50 places également, et les surfaces au sol de plus de 3 hectares. On peut aussi étudier de manière prioritaire les sites qui ont des fortes consommations et des forts enjeux sur le prix de l'électricité et les charges, les bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire, et puis des bâtiments ou des espaces au sol plutôt, de grande taille, qui sont à proximité de postes sources, donc des points de raccordement qui permettent de faciliter le raccordement à moindre coût. Le rôle de la collectivité dans le développement de toutes ces filières, en fait, vous voyez qu'il y a plein de filières photovoltaïques. Ça va être d'abord de planifier le développement de toutes ces filières sur son territoire, à travers les différents outils de planification qui existent, hein, les plans climat, les schémas directeurs de l'énergie, les SCOT, les PLUI, les PLU, de réaliser des installations sur son patrimoine et les terrains qui appartiennent à la collectivité, et de mobiliser tout ce potentiel par l'exemple, de communiquer et de mobiliser tous les autres acteurs qui bénéficient de terrains, de parkings, de toitures, que sont les entreprises et les particuliers, et puis de s'impliquer en tant que collectivité dans des structures locales, dans des sociétés de projet, ou de créer une dynamique autour des structures déjà existantes sur votre territoire et qui appartiennent au territoire. J'en ai fini, j'ai essayé d'être synthétique, j'ai dépassé un petit peu mon temps. Avant de passer par une phase de questions, je vais tout de suite laisser la parole à Florian Gaborio de la communauté de communes Max pour nous présenter par l'exemple ces différentes typologies de projets que je viens d'évoquer à l'instant. Florian, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Pas de retour. Mathieu, ouais, on m'entend bien. Vous entend bien. Oui, c'est bon. Ok, bon, super. Normalement, je dois avoir la main. Non, je n'ai pas la main. Je peux te passer les diapos, hein. Je vais te les passer. Ok, ça marche. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis responsable de la cellule énergie-climat au sein de la communauté de communes Marennes-Adour Côte-Sud, dit MAX, qui est située dans le sud des Landes. Si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, c'est un territoire de 23 communes qui est situé au niveau de la commune de Saint-Vincent-de-Tyros, Cabreton, Hossegor, qui a toute l'année 70 000 habitants et qui, en période estivale, monte à plus de 300 000 habitants. Donc, une destination touristique assez connue. Donc, c'est un territoire qui est engagé dans la transition énergétique depuis 2015 avec un objectif TEPOS, donc territoire à énergie positive d'ici 2050. Donc, l'objectif principal, c'est de diviser par 2 la consommation énergétique du territoire, donc de passer de 1350 à 700 gigawattheures de consommation. Donc, pour ça, on a mis en place des actions de réduction, de réhabilitation de bâtiments, de développement de transport, de mobilité douce. L'objectif, c'est que ce qui reste à consommer, ce soit approvisionné 100% en énergie renouvelable. Donc, pour le développement des énergies renouvelables, les élus ont eu la volonté de maîtriser, d'encourager le développement des énergies renouvelables, mais surtout de le maîtriser et de permettre une implication citoyenne quand c'était adapté dans ces projets. Donc pour ça, on a mis en place une société d'économie mixte qui s'appelle Max Énergie. Donc c'est un peu notre socle de développement. En priorisant le développement principalement du photovoltaïque, mais également de la méthanisation et les énergies marines aussi qui sont en projet.
Donc pour ça, on s'est associé à différents partenaires en fait en fonction des tailles de projet. Donc on a par exemple Total Energy qui est notre partenaire sur les gros projets structurants. Quand on est sur des plus petits projets, on s'est associé par exemple au CRER en tant qu'AMO. On travaille également avec notre structure citoyenne et avec Terra Energy, la SEM de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a déjà plusieurs réalisations avec notre SEM. En 2019, on a mis en place 3 centrales photovoltaïques avec un cumul de 6 mégawatts crête. Donc, on a notamment des ombrières sur l'entreprise L'Abeillerie. On a également installé des panneaux sur les bâtiments du sitcom. Donc là, on est sur de la revente totale, classique, donc le modèle de développement avec du tiers investissement et location de foncier. On a également donc une structure citoyenne qu'on a accompagnée dès 2018. Donc au départ, ça a été la création d'une association qui s'appelle Énergie citoyenne Sudland, qui rayonne au niveau du pays Adour-Land-Océane, qu'on a soutenu dans l'accompagnement en mobilisant Sirena, mais aussi financièrement quand ça a été décliné en société citoyenne, qui s'appelle Alloué, Adour Land Océane Énergie, qui a été créé en mai 2021. Et donc, en termes d'accompagnement, on travaille avec la structure citoyenne pour trouver des projets, notamment sur du bâtiment public, mais aussi financièrement, avec un engagement d'investissement à hauteur de 10% des projets pour un objectif de 50 000 euros en 4 ans. Donc, on a déjà plusieurs. Oui, donc c'est le photovoltaïque qui est prioritaire hein, pour la structure citoyenne avec de la revente totale jusqu'à présent. Mais c'est vrai que depuis 2022, on cherche à évoluer et en mettant en place aussi de l'autoconsommation. Donc, c'est vraiment ça l'objectif pour 2023, c'est de faire évoluer le modèle participatif. Et donc, depuis la création en 2021 de la structure citoyenne, nous avons déjà une réalisation sur l'école de Josse, 36 kilos, et un projet qui est en finalisation sur le centre de loisirs de Seignos, de 36 kilos également. Voilà, donc sur notre patrimoine de Max, on a également développer des centrales photovoltaïques. On a plusieurs, je ne l'ai pas détaillé ici, mais on a les 2 modèles, que ce soit de la revente totale sur un 100 kg, mais également sur de l'autoconsommation. On a un 68 kg sur notre cuisine centrale, notre pôle culinaire, donc qui est adapté parce qu'on a une consommation, on a un talon de consommation qui est permanent avec les cuisines et les groupes froids. Et oui, je voulais vous proposer de vous présenter notre projet de rénovation énergétique du centre aquatique Aigueblu, et qui est associé à un projet photovoltaïque sur le parking. Donc, on le voit sur le tableau du haut, on a une évolution du budget fluide sur notre centre aquatique entre 2019 et 2022, qui est monté à 2022 à près d'1 million d'euros et qui a entraîné la fermeture temporaire du centre aquatique par le délégataire Vert Marine à cause de ses consommations d'énergie. Donc ça a été un peu un basculement dans le projet. Donc suite à ça, il y a un programme de travaux ambitieux qui a été lancé, qui était déjà anticipé, mais qui a fait qu'on a accéléré les choses. Donc, un programme de travaux de 2 millions d'euros à peu près pour réduire de 20% notre consommation d'énergie sur le site. Et en parallèle, on avait engagé dès 2020
un projet d'ombrière photovoltaïque, donc avec notre partenaire Total Energy. C'était un projet de 500 kW crête sur ombrière. Et en 2022, on a fait évoluer en fait ce projet pour combiner à de l'autoconsommation. Donc là, on a finalement découpé en 2 projets. On a un premier projet de 200 kg en autoconsommation totale. Donc, c'est de l'autoconsommation individuelle avec un tiers investisseur, donc sans revente de surplus en fait. On a utilisé ce modèle-là parce que notre délégataire Vermarine paye les factures d'énergie. Et donc, finalement, le tiers investisseur, c'est Max, c'est la collectivité. Et le deuxième projet de 300 kg, donc là, on est sur un modèle plus classique de revente totale. Mais comme on est combiné au niveau des travaux sur le projet global de 500 kg, ça permet de réduire les coûts et de diminuer les coûts de raccordement également. Voilà, donc c'est une opération qui pour nous est intéressante, qui va être, les travaux vont être lancés en septembre 2023 et avec un raccordement prévu en juin 2024. Voilà, donc ça c'est lié aussi à un renouvellement de notre DSP. Pour finir dans la présentation, je voulais vous présenter notre dynamique de solarisation des équipements publics. L'objectif, c'est vraiment de massifier les projets. Donc, il y a eu une identification des sites sur que ce soit nos 23 communes, mais également au niveau du département et de la région pour identifier les sites les plus propices au photovoltaïque. Donc, on a aujourd'hui 17 mégawatts de potentiel. Suite au démarchage des différentes communes, des différentes collectivités, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 5 mégawatts sur une première vague en 2023. Et donc, à chaque fois, en fait, la commune, la collectivité a le choix entre un portage avec un financement propre, donc soit en autoconsommation, soit en revente totale, mais c'est vrai que c'est l'autoconsommation qui est plutôt privilégiée, soit avec un portage citoyen. Donc là, il y a une mise à disposition de la toiture contre un loyer, par exemple. Donc là, c'est pareil, c'est Alloué qui porte l'investissement. Et le dernier dispositif, c'est avec un appel à projet, un AMI par grappe de projet. Et donc là, c'est sur le modèle toujours assez classique de mise à disposition du foncier. Donc là, c'est dans le cas où soit le projet est de taille trop importante et donc la commune ne peut pas investir, ou alors dans les orientations, dans les arbitrages de la commune, c'était plutôt la mise à disposition d'équipements comme un tennis couvert ou des choses comme ça pour dynamiser la commune. Voilà, j'ai essayé d'être assez succinct et assez rapide pour laisser de l'espace aux questions. Et n'hésitez pas à revenir dessus si ce n'est pas clair. Merci beaucoup, Florian, d'avoir rattrapé le retard et d'être encore plus synthétique et de nous avoir présenté l'ensemble des exemples de ce que peut faire une collectivité sur le développement du photovoltaïque. Je te laisse prendre connaissance de quelques questions sur le chat. Et pendant ce temps, je réponds aux 3 premières de tout à l'heure. Est-ce que l'implantation de panneaux photovoltaïques avec du bac acier peut être installée sur des bâtiments existants ? Oui, ça peut l'être. Il y a des contraintes ou des choses à vérifier, notamment l'état de la structure, le type de structure et la compatibilité entre la structure, le bac acier des panneaux et l'activité du bâtiment en dessous. Mais ça ne pose pas de difficultés majeures. Deuxième point important qui a été évoqué dans les questions, le raccordement au réseau. C'est effectivement un point d'importance, un élément de faisabilité et aussi d'évaluation du potentiel en amont. Et les contraintes ou les enjeux liés au raccordement au réseau nous invitent à respecter certains seuils de puissance et de surface de panneaux, notamment 200 mètres carrés de panneaux, 500 mètres carrés, 1500, 2500, et essayer d'atteindre ces seuils sans les dépasser, ou si on les dépasse, on le dépasse largement pour pouvoir absorber des surcoûts liés aux modifications du process de raccordement et des frais liés à ce raccordement au réseau.
On a ces mêmes seuils sur des projets au sol. C'est pour ça que dans les facteurs d'opportunité, on démarrait à partir de 2-3 hectares minimum, parce que les frais de raccordement peuvent être importants et commencent à être amortis que sur une certaine surface. Donc c'est un enjeu important, le raccordement aussi. Et une autre question sur le déploiement des petits parcs au sol. Effectivement, des parcs au sol de moins de 250 kW peuvent être développés assez rapidement, parce que ont juste une déclaration de travaux, 1 mois, une phase de construction qui peut être de 1 mois, 2 mois. Et donc, effectivement, en quelques mois, 6 mois, je pense que c'est tout à fait jouable de développer un petit parc au sol. Mais les petits parcs au sol, au jour d'aujourd'hui, ne bénéficient pas de tarifs d'obligation d'achat et doivent donc être associés à de l'autoconsommation individuelle ou collective. Florian, je te laisse pour la suite des questions, notamment celle de Mathis sur est-ce que l'eau est chauffée dans le centre aquatique et si oui, est-ce qu'elle sera chauffée par les panneaux photovoltaïques? Alors oui, l'eau est chauffée par des centrales gaz. On va dire que même si c'est du gaz, ça reste quand même plutôt vertueux parce qu'on a une unité de méthanisation sur le territoire qui fait qu'on a 70% de notre gaz qui est vert pour le réseau. Donc c'est vrai qu'on s'était posé la question de basculer sur du bois énergie. À l'époque, la rentabilité était très discutable, donc on était resté sur le gaz. La question pourrait se reposer aujourd'hui. Mais concernant le photovoltaïque, en fait, l'autoconsommation et surtout sur les auxiliaires, ça représente quand même un volume important. On est à 1400 mégawattheures de consommation annuelle en électricité uniquement sur les auxiliaires. Donc, c'est quand même important. Voilà pour la réponse. Et Pierre qui posait la question sur la stratégie par rapport aux bâtiments publics, les études structure, renforcement de charpente. Donc, les études déjà de diagnostic structure, ça c'est porté par Max qui finance une étude un peu globale de tous les sites identifiés et définis comme prioritaires par les communes. Et après, ça va être dans chaque projet, en fait, dans l'équilibre de chaque projet, de voir si c'est intéressant de faire ce renforcement ou pas. Et sur l'amiante, c'est aussi en lien, en fait, faut que ce soit en concertation avec la commune. La plupart des communes qui sont concernées par ces toits amiantés ont quand même conscience qu'il faut faire de la rénovation et donc sont potentiellement prêtes à apporter un complément pour désamianter la toiture si nécessaire. Un mot complémentaire sur le renforcement de charpente et l'amiante. On voit que dans les facteurs d'opportunité que j'évoquais tout à l'heure, le fait de le faire sur des bâtiments neufs ou des bâtiments sur lesquels les rénovations est prévue permet d'avoir juste le surcoût de pose des panneaux photovoltaïques et pas justement l'ensemble des coûts associés sur un projet. Et le développement de photovoltaïque sur l'existant, hors rénovation, nécessite l'étude de structure et de temps en temps un désamiantage. Et donc, on arrive à avoir, dans un projet où il y a du désamiantage, un tiers du coût qui est le désamiantage, un tiers du coût la rénovation de couverture et un tiers le photovoltaïque. Ce qui fait que c'est des choses qui sont importantes à étudier en amont, cette partie présence d'amiante ou pas et étude de structure. Et j'en profite à faire passer un message. Si jamais l'ensemble des porteurs de projets peuvent être soutenus par des collectivités, par des départements, par des syndicats, par la région pour la réalisation d'études de structure et peut-être de désamiantage, ça permet de valoriser tout un potentiel sur l'existant qui est important. Alors, une autre question sur le centre aquatique. Est-ce que le chauffage et l'eau chaude est pour les bassins ou les douches? Pour être honnête, je n'ai pas la réponse par rapport aux douches. Les bassins, oui, c'est au gaz, c'est sûr. Pour les douches, je ne suis pas certain. Je ne sais pas si c'est une pompe à chaleur ou si c'est les centrales gaz qui prennent tout en charge. Je n'ai pas la réponse. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les faire sur le chat. Sinon, nous allons pouvoir vous laisser la parole aussi si vous préférez prendre des questions
à l'oral. Comme il nous reste un petit peu de temps avant de conclure, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Alexis, vas-y. Oui, bonjour à tous. Je voulais revenir sur un des points qui a été évoqué au tout début de la présentation. D'ailleurs, merci pour la qualité des deux présentations. Sur l'aspect intervention pompier, j'aurais voulu une précision parce que j'en ai entendu parler hier justement à l'occasion d'une visite d'une centrale photovoltaïque. On m'a dit que les pompiers ne pouvaient pas intervenir directement pour stopper un feu sur un bâtiment équipé de panneaux solaires, mais qui se contentaient de limiter la propagation du feu aux bâtiments annexes ou à proximité. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Merci. Alors, tout dépend du type de bâtiment, du type de risque et de la formation des pompiers sur le sujet. Au niveau national, les pompiers ils ont une note d'information opérationnelle depuis 2011 qui leur explique le risque lié au photovoltaïque, les possibilités d'intervention qu'ils ont, les possibilités d'arrosage sans risque électrique qu'ils ont. Un guide a été fait dans la foulée par les services d'incendie, l'ADEME et la filière photovoltaïque. Et il y a depuis 2013 aussi des recommandations pour des bâtiments à enjeu, hein, des ERP, des ICPE, pour faciliter l'intervention des services de secours, d'avoir des circulations en toiture, des coupures d'urgence, limiter la circulation des câbles à l'intérieur des bâtiments. Donc, en prévention, les recommandations sont là et sont déclinées dans chaque SDIS et avec des analyses au cas par cas sur le risque du bâtiment. En intervention, il y a les informations pour pouvoir intervenir. Et après, l'intervention se fait en fonction des enjeux. C'est-à-dire que si on est sur un bâtiment, un hangar métallique de stockage agricole sur lequel on n'a pas d'enjeu de sécurité des personnes, on sécurise l'ensemble pour que l'incendie ne se propage pas, mais les pompiers ne vont pas risquer de se rapprocher, d'arroser pour sauver un bâtiment qui peut s'effondrer d'une minute à l'autre lié à la structure métallique. Donc, ça reste des analyses individuelles à faire par les pompiers dont c'est le métier d'évaluer le risque et la pertinence d'une intervention. Peut-on avoir sur un même site un projet en financement propre pour l'autoconsommation individuelle et un projet avec portage par un tiers? Oui, il n'y a pas de difficulté particulière, il y a juste un point de prudence, c'est que le tarif d'achat du tiers sera impacté par l'installation photovoltaïque à côté, ou du moins les deux installations seront prises en compte dans la détermination du tarif d'achat. Les difficultés avec les ABF de moins en moins, les ABF sont de plus en plus connaisseurs de la filière photovoltaïque, conciliant, les situations restent individuelles département par département, mais ils prennent en compte les enjeux de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique de mieux en mieux. Voilà, il faut aussi respecter les enjeux qu'ils peuvent avoir sur le respect du patrimoine pour que tout ça se développe correctement. Pour une installation en toiture dans une zone PPRI rouge, donc une zone soumise au risque d'inondation, il faut analyser ça au cas par cas, en fonction de la cote, de l'endroit où est le bâtiment, du type de bâtiment. Mais ça, c'est faisable. En tout cas, ce n'est pas à exclure d'emblée comme infaisabilité, il faut l'étudier plus en amont. S'il y a d'autres questions, peut-être une ou deux questions, et puis après, je vous proposerai de clôturer ce webinaire. Bon, plus de questions, c'est qu'on a été complet sur ce premier point. Donc, il y a effectivement plein d'autres sujets qui mériteront d'être traités. On vous proposera d'autres webinaires thématiques sur l'année 2023, après le prochain webinaire du 13 décembre sur l'éolien. Donc, merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Et puis, à très bientôt sur les prochains événements.